Dois-je présenter Georges Ders? Oui, il le faut. Georges Ders, comme j'ai pu l'écrire, est un légionnaire chevelu et féroce. Soit tu passes par devant, soit à l'intérieur et tu te couches. D'accord, ok. Ça là. C'est bon. Alors, en dépit de ses dires, il n'est pas tout à fait spécialiste de la pensée complexe. Mais c'est vrai. Il a des choses à dire. Et Georges a une quête personnelle qui en fait un personnage singulier. Et quelquefois, sa quête rencontre d'autres quêtes. Exact. Et je suis en train de meubler parce que... Enfin, je voulais te dire qu'on est très content. Je rappelle que Georges est un des rares membres fondateurs de l'UPEM. Hein, et que ça dit toute l'amitié qui nous lie. Et donc, quand Michael me fera signe, je te donne la parole avec plaisir. Ouais, mais c'est bon. Bon, je ne peux pas faire plus que ça. Si, okay. Tu peux. Ah. Je ne suis pas pro sur le... Attends. Ah. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a là? En bas. À droite. Ah, c'est pas naturel. Il y a deux micros. Il y a deux micros. Alors, il y a celui-là et celui-là. Celui-là, c'est pour enregistrer. Et l'autre, c'est ah, ok. Je veux parler d'un autre. Oui. Tu cliques dessus. Allez, Georges. Bon, de toute façon, le diaporama, c'est pas mon truc. Hein. Ça va me gêner plutôt qu'autre chose. Hein. J'aime bien parler par improvisation, mais par respect pour l'UPEM, je fais un effort un peu de rationalisation. Hein. Je suis plutôt un créatif qu'un rationnel. Hein. Tout ce qui a été dit précédemment m'a beaucoup correspond bien. Hein, ce qu'a dit Martine. À plusieurs moments, ça correspond. Ce qui a été dit dans la salle aussi, ça correspond à des choses que je vais dire, mais avec des spécificités. C'est-à-dire que moi, je crois, et je vais essayer de le montrer, hein, que la révolution, ça ne sera pas un grand soir, ça sera des milliers, comme dit Bénédicte Magnier, journaliste française, dans son bouquin « 1 million de révolutions tranquilles », ça sera des millions de petits groupes de citoyens qui se réunissent et qui créent des choses nouvelles. Voilà. Donc ça, je vais essayer de le démontrer. Vous avez vu le titre, les citoyens, chercheurs, acteurs, créateurs. Donc, pour moi, chacun de nous, chacune, est un citoyen, acteur, créateur, chercheur. Chercheur, acteur, créateur. D'ailleurs, le Learning Planet, François Tadei, dans leurs écoles, ils disent aux enfants, vous êtes des chercheurs. D'accord? Donc, parité, échange par des groupes, petits groupes, puisque mon travail, moi, c'est les petits groupes. Hein. Et donc, vous êtes des chercheurs, mais aussi des acteurs-créateurs. Quand on est adulte, on se doit d'être acteur-créateur. Voilà. Donc, je vais essayer de parler de tout ça, dont le mot altérité qui a été employé tout à l'heure revient, là, vous le voyez, avec une petite subtilité, altérité créative. Donc, je vais commencer par quelques citations. Alors d'abord, il y a deux bouquins. Un qui a été commis avec Pascal, un livre collectif qui s'appelle « Le pouvoir des liens ». Et voyez le lien avec l'autre livre qui s'appelle « Le pouvoir d'agir ». Pouvoir d'agir. Donc, pouvoir d'agir, pouvoir des liens, dans ma recherche-action, c'est la même chose. Tout seul, je ne peux rien faire. À 40 000, c'est une masse d'individus, on ne peut rien faire non plus. Si, on peut être manipulé, ça d'accord, toujours. Les êtres humains sont très forts
pour manipuler d'autres êtres humains. Mais dans les petits groupes, parce que moi je travaille sur les petits groupes, c'est pas pareil. Avec les ingénieries que je vais vous montrer, c'est pas pareil. Petit groupe, ça veut dire moins de 10 personnes. Hein. 7, 8, 9, 10. On voit l'autre. Le groupe de parole qui montre d'où il vient, où il va, motivation, et particulièrement dans la psyché profonde, il y a ce qu'on appelle les motivations intrinsèques, c'est-à-dire qui viennent vraiment de l'intérieur. C'est les passions de chacun. Hein, les passions, motivations, l'informatique, la lecture, la sociologie, l'économie. Il y a tout un gars, la plomberie, l'électricité, les passions. Hein, d'accord. Donc il faut connaître ces passions et les mettre en œuvre. Mais il y a aussi les aspirations, c'est ce que disait Martine, il y a aussi les trucs un peu horizontaux, hein, les aspirations, hein, spiritualité moderne, laïque, mais quand même spiritualité. Vers quoi j'aspire? Par exemple, les valeurs. Les valeurs. À l'université, on dit universalisme. Au pacte civique, dans lequel je suis membre depuis quelques années, on dit 4 valeurs. Fraternité, créativité, sobriété, justice. 4 valeurs. À présent, il ne suffit pas de dire les valeurs. Ça ne marche pas. Le pacte civique lui-même, il a du mal à avoir des adhérents, hein, et à faire des choses quand même. Hein. Bon, je le dis. Pourquoi? Parce que les valeurs, on doit les montrer. Même les enfants, et même si je te dis, moi je suis généreux, tu vas dire, ouais, bon, il dit ça, mais s'il faut, c'est un gros égoïste. Hein. Voilà. Tu considéreras que je suis généreux si tu me vois donner. Et si j'accepte aussi ton don, c'est Alain Caillé, dont parle souvent Pascal, le don. Ça a été dit tout à l'heure aussi, le don. D'accord? Donc les valeurs, si elles ne sont pas montrées, mises en pratique, les gens ils vont dire c'est du pipeau. C'est du pipeau, hein, il ne fait pas. D'ailleurs, c'est pour ça que les citoyens aujourd'hui, ils se détournent de beaucoup d'institutions et aussi de tout ce qui est institution. Les élus, etc. Bon. Alors, on va avancer un petit peu avec quelques citations. Tout seigneur, tout honneur, ici, Edgar Morin. Vous arrivez à lire? Ouais, c'est bon, ça va. Je vous laisse lire parce que voilà, à la disette matérielle, je le lis quand même, du tiers-monde est reliée la disette affective et psychologique du monde dit développé. C'est le sous-développement de l'homme qui est le commun dénominateur de tous les sous-développements. Et on va voir tout à l'heure, Aurobindo dit la même chose. La conscience du développement appelle un développement de la conscience. Aurobindo dit la même chose. Tous les gens que je vais vous montrer, les phrases, disent la même chose. Une société ne peut progresser en complexité que si elle progresse en solidarité. OK. Aurobindo, il est moins connu. En Occident, il y en a qui ne le connaissent même pas. En réalité, il est mondialement connu. Tu le connais. Il est mondialement connu comme un autre que je vais vous montrer après, qui s'appelle Jean Jaurès, que vous connaissez. Il est connu comme philosophe et homme politique. Ce n'est pas un gourou de secte, de trucs comme ça. C'est un philosophe spirituel moderne. Il ne parle pas des religions, il parle de la spiritualité qui est en train d'émerger, qui va être là demain, après-demain. Quand on voit sur les réseaux sociaux, d'ailleurs on le voit, hein, il y a beaucoup de gens, ils parlent de choses qui pressentent, qui sont des valeurs spirituelles. Ils ne parlent pas de religion. De toute façon, en France, on ne peut pas trop parler de religion, hein, comme a dit Martine. Bon, voilà. Mais moi, je ne parle pas de religion, je parle de spiritualité moderne. Donc, selon Aurobindo, lorsque l'homme aura élaboré non seulement un sentiment de camaraderie à l'égard de tous les hommes, mais un sentiment dominant d'unité et de communauté, lorsqu'il les percevra non seulement comme des frères, c'est un lien fragile, mais comme des parties de lui-même. Là, ça devient plus sérieux déjà. Hein, et on va voir qu'il y a d'autres penseurs qui le développent, ça. Comme des parties de lui-même, lorsqu'il aura appris à vivre non dans son sens séparatif de l'ego, mais comme une vaste conscience. Le mot conscience revient.
Morin, Aurobindo et les autres verrez, le mot conscience revient. Ce n'est pas croyance, c'est conscience. Hein. Est-ce que je suis conscient, puisque la faculté de conscience est dans tous les êtres humains. Donc je suis conscient, donc ça doit fonctionner. On ne nous a peut-être pas montré suffisamment le mode d'emploi. Parce qu'il y a aussi une conscience corporelle, une conscience psychique, une conscience... Il y a plusieurs plans de conscience. Ça n'a pas été beaucoup expliqué, ça. Hein, pourtant, c'est complètement laïque. Hein. Voilà. Alors, une vaste conscience universelle. Alors seulement, le phénomène de la guerre, c'est d'actualité. Quelles que soient les armes, guerre économique, guerre militaire, voilà, disparaîtra. Voilà. Bon, voilà. Vous voyez, on est en bonne compagnie ce matin. Hein. Jean Jaurès, que j'avais chez moi, un petit bouquin de la philosophie de Jean Jaurès, je ne l'avais pas trop lu, et grâce à notre ami Serge Loupiac, qui m'a prêté le livre de Camille Grosselas, lequel avait prêté le livre à Pascal. C'est le mien que tu as. Oui, je sais, c'est ce que j'allais dire. Donc lui, il n'a pas pu le lire parce que je lui ai piqué le livre. Bon. Regardez ce que dit Jaurès. Nous sentons que la conscience, il le dit aussi, hein, puissance d'unité. Aurobindo a fait un bouquin, l'idéal de l'unité humaine, hein, aussi. Et là, il parle oser l'idéal, ça s'appelle. Aspirant à l'infini. Aspiration, dont je vous ai parlé, infini. Hein, c'est pas Dieu, il dit pas Dieu, il dit l'infini. Hein, d'accord ? Être partout et la même partout, dans l'homme, dans le chien, dans l'arbre, dans la terre, j'appelle conscience absolue. Conscience, de nouveau, revient. Absolue, hein, large. La force d'unité omniprésente à laquelle toutes les consciences individuelles participent nécessairement quand elles disent moi. Donc là, quand même, avec ces citations, on résout quelques-uns des problèmes philosophiques qui ont été évoqués quand même tout à l'heure par Martine et par les questions. Il y a une solution qui n'a pas été évoquée tout à l'heure, que moi j'amène là, donc ce n'est pas moi qui l'ai créée, c'est la puissance de la faculté de conscience. D'accord ? Morin le dit, Aurobindo le dit, Jaurès le dit, on est en bonne compagnie. Hein ? D'accord. Alors, on continue, c'est pas fini. Arne Næss, il n'est pas très connu non plus, philosophe norvégien, qui est quand même considéré, tous les écologistes connaissent Arne Næss parce qu'il est considéré comme le pape de l'écologie profonde, c'est-à-dire l'écologie vécue intérieurement. Hein, c'est pas uniquement je colle une affiche verte. Voilà. Dans de nombreuses cultures, les sentiments d'identification, ça c'est un terme qui apparaît beaucoup avec Arne Næss, mais Aurobindo en parle aussi, ne se limitent pas aux êtres vivants. Ces sentiments nous permettent de nous concevoir nous-mêmes comme des fragments de notre planète, des fragments capables de faire l'expérience de l'existence de tous les autres fragments, un microcosme dans le macrocosme. Et là, on retrouve aussi Edgar Morin, l'histoire de l'hologramme. Voilà. Arne Næss dit, comme Aurobindo, il dit « Je vois quelqu'un dans la rue qui est dans la merde, comme on dit, hein, poliment. Automatiquement, je m'identifie à lui. Auto-identification avec quelqu'un que je ne connais même pas, hein, que je ne reverrai même pas. Alors après, bien sûr, soit je vais vers lui pour lui donner un coup de main, soit j'ose pas, j'ai pas le temps, je sais pas quoi, et puis je m'en vais, je passe mon chemin. » Il y a eu auto-identification. Donc l'altérité est possible, c'est naturel. C'est naturel. Je vois quelqu'un qui est sympathique, je m'identifie automatiquement facilement à lui. S'il n'est pas sympa, c'est plus difficile. Mais bon, Aurobindo, comme Mandela, que je n'ai pas cité là, mais j'aurais pu le trouver aussi, quand ils étaient en prison, parce qu'ils ont été en prison tous les deux, Mandela 27 ans, Aurobindo 1 an, ils voyaient le geôlier comme un autre lui-même. Tous les deux. Hein. OK ? D'accord. Donc on arrête avec les citations. Si, il y en a une autre encore, excuse-moi. Hannah Arendt, qui est importante pour moi, je n'ai pas tout lu d'elle, mais ça, cette phrase m'a beaucoup interpellé.
La démocratie, c'est nous tous, chacun de nous, tous les jours. Il suffit simplement d'organiser l'espace qui existe entre les gens. Le tiers dont parlait Martine tout à l'heure, il est là. Quelqu'un qui va organiser l'espace, c'est-à-dire aussi, je vais en parler, le processus de communication entre les gens. Sinon, qu'est-ce qui se passe dans un groupe, même avec tes amis, au bistrot ou autre, tu es avec quelques copains, tu ne peux pas parler plus de 30 secondes. Le gars, il t'écoute, il te coupe la parole, il y en a un autre qui parle, ça part dans tous les sens. C'est pour ça que les hommes ont toujours mis au point des rituels de communication pour organiser la parole. On a besoin de ça, sinon bon, c'est la foire d'empoigne, hein. Discussion de café, comme on dit. Hein. Bon. Non, non, la communication doit être organisée de façon souple, flexible et créative, mais elle doit être organisée. Par exemple, c'est le tour de table, comme on dit dans les entreprises. Mais dans la société civile, on ne dit pas tour de table, on dit groupe de parole. On y reviendra. Donc moi, j'ai fait une recherche un peu d'autodidacte. Hein. Ce n'est pas à Sciences Po Toulouse que j'ai appris tout ça, lu tout ça. Hein. C'est une recherche personnelle avec des psychologues humanistes, comme on dit, les philosophes de l'altérité, on ne va pas les citer tous, les philosophes spirituels, on en a cité quelques-uns, les sociologues, bien sûr il y a Edgar Morin, mais il y a Marcel Mauss, il y a Alain Caillé, il y en a plusieurs, vous voyez. On ne pourra pas tous les citer, en une heure, ce n'est pas possible. Il y a aussi des psychosociologues, comme René Kess, qui a travaillé sur l'inconscient collectif dans les groupes. Il y a peu de recherches là-dessus. Il y a aussi Alain de Police, que vous connaissez, puisqu'il est venu 2 fois ici. Margaret Mead, c'est une amie qui est une amie, je l'ai lu très peu. Et il y a aussi des économistes éthiques. Amartya Sen, Mohamed Younous, Éloi Laurent, Isabelle Delannoy, Kate Raworth. Ce sont des économistes qui montrent les nouvelles formes d'économie. Martine a parlé du capitalisme tout à l'heure. Il y a de nouvelles formes d'économie qui émergent. L'ESS, évidemment. D'habitude, il y a Bérénice, là, je ne l'ai pas là aujourd'hui, mais l'ESS est une nouvelle forme d'économie. On peut parler d'économie du lien, économie du don. Marcel Mauss, Alain Caillé, économie des liens. Bon, donc, nouvelle forme d'économie. Hein, ça bouge, ça bouge. Ce n'est pas dit tous les jours à la télé, bien sûr. Tout ce qui monte n'est pas montré, n'est pas mis en valeur dans les médias mainstream, comme on dit. Mais nous, on peut le voir sur le terrain. C'est des trucs qui émergent. Il y a des signaux faibles. D'accord? Alors, maintenant, je vais aller plus vite parce que là, je vais parler du parcours d'un citoyen acteur-créateur, chercheur, ce qui est mon cas aussi. Je me considère comme un citoyen chercheur acteur-créateur. Donc le citoyen chercheur acteur-créateur, dès le début, il est confronté au problème des relations familiales. Les parents font comme ils peuvent avec les enfants. Hein. Donc l'enfant, il doit quand même se construire tout seul. Il doit faire une recherche. Moi, j'ai fait une recherche qui était trop intérieure. Après, il a fallu ressortir. Et je suis ressorti d'un groupe de poésie. La poésie dont parle beaucoup Edgar Morin, dont Martine a parlé tout à l'heure aussi. J'ai fait ma résilience, Boris Cyrulnik, que tu as cité, je crois, dans un groupe de poésie. La résilience, c'est très important. Ça peut être partagé dans des groupes de parole. Quand les gens partagent leur parcours de résilience, je peux vous dire qu'il y a des émotions qui montent. Hein. D'accord? Alors, voilà, donc le parcours de résilience oriente aussi vers la recherche de partenaires. Groupe de parole, résilience. Donc c'est bien l'autre qui m'a aidé à faire ma résilience. Par l'écoute et la reconnaissance. Écoute sans jugement, bien sûr. Bienveillante, ça a été dit tout à l'heure aussi. Empathique, sans jugement. On ne coupe pas la parole à l'autre. Il parle de son vécu, pas de ses idées. Non, son vécu. Comment il met en œuvre, moi dans mes groupes, je fais parler les gens sur quelles sont vos motivations intrinsèques, quelles sont vos aspirations, et comment vous les mettez en œuvre dans la vie de tous les jours.
Bon, là, c'est plus du baratin, là. Hein. Là, tu peux pas tricher. Là, tu vas dire, ben oui, ben, ça, j'arrive à le mettre en œuvre. Ça, j'y arrive pas encore. Hein. Bon, mais on peut en parler, on peut s'entraider. Moi aussi, il y a des trucs que j'arrive pas à faire encore, auxquels je parle comme valeur pour moi, mais j'arrive pas à le faire encore. Donc, mais on peut en parler, on peut s'entraider. Et on arrive à la notion de groupe d'entraide créative. Alors ça, je l'ai déjà dit. Bon, le travail de co-création, voilà. Le groupe d'entraide créative. Les êtres humains peuvent partager leurs expériences vécues. C'est ce qu'on ne fait pas, ni à l'école, malheureusement. Hein. Il y a très peu de groupes de parole dans les écoles françaises. Aux États-Unis, au Canada, il y en a, ça marche. La violence diminue, l'entraide augmente, le succès augmente. Ça a été prouvé. En France, c'est pas rentré. Cherchons pourquoi. Bon, alors, si je vois dans ces groupes, je vais voir des affinités, mais aussi des complémentarités, la différence. On peut avoir des valeurs communes, des projets communs, mais des caractères différents ou des compétences différentes. Par exemple, avec Pascal, je n'ai pas les mêmes compétences. Des fois, on s'engueule, hein. Mais on arrive à construire des trucs. D'accord ? Qu'est-ce qui est important ? Ce n'est pas qu'on se soit engueulé, c'est qu'on ait pu construire des trucs. Pour d'autres, altérité. D'accord ? Bon. Excusez-moi, je dévoile notre vie privée. Mais... Alors, il y a un mot qui apparaît qui est important là. Reconnaissance réciproque. Pourquoi aujourd'hui, d'après vous, les gens ils votent plus, ils croient plus dans les élus des institutions ? Vous pourrez parler tout à l'heure, je suis obligé d'avancer. Parce qu'ils ne sont pas reconnus ni pour leurs paroles et surtout pour leurs actes. On ne les encourage pas à passer à l'action. Si je ne passe pas à l'action, je ne peux pas être reconnu dans la cité. Aujourd'hui, là, moi, je suis reconnu, c'est bien, grâce. Je remercie l'UPM et je vous remercie. Vous m'écoutez, vous ne me coupez pas la parole. Tout à l'heure, vous pourrez me critiquer si vous voulez. Mais l'écoute, c'est une forme de reconnaissance primordiale. ATD Carmonde, par exemple, le père Wrezinski, dans la Seine-Saint-Denis, qui a créé ATD Carmonde. ATD Carmonde, c'est des gars, ils vivent dans les quartiers sensibles, et ils font parler les pauvres, les plus pauvres des pauvres. Ces gens-là n'osent même pas parler. Ils ont une mauvaise image d'eux-mêmes, donc ils n'osent pas parler. Une fois qu'ils ont parlé dans une ambiance empathique, ils vont reprendre confiance en eux, ils vont se développer. Et c'est eux qui ont quand même créé Territoire zéro chômeur de longue durée. 70 territoires en France où des chômeurs de longue durée créent des activités. Donc c'est quand même une expérience exemplaire qui est connue en Europe et dans le monde, qu'un député socialiste avait fait voter une loi d'expérimentation. Une loi d'expérimentation. C'est peut-être ce qui manque dans notre démocratie et république, encourager l'expérimentation citoyenne. Donc on pourra toujours en reparler. On arrive un peu à mon travail, là. Les ingénieries du microsocial, expression d'Edgar Morin. C'est les petits groupes. Hein. Les dispositifs d'intermédiation créative locale. Ça, c'est une expression à moi. C'est le tiers qui va faciliter la communication dans un groupe. Les groupes d'entraide créative, j'en ai déjà parlé. Les groupes projets, c'est les groupes qui passent à l'action. Si en entraide créative, la confiance augmente, la solidarité augmente, dont parlait Edgar Morin,
Et s'il y a la solidarité et la confiance, la créativité suit. Ça a été prouvé par les psychologues. Quand il y a la créativité, on a un groupe de citoyens sur un territoire qui créent des activités utiles, forcément, puisque c'est des citoyens qui les créent, ils connaissent la vie du local, donc ils vont créer des activités utiles. Dans ces groupes d'entraide créative et ces groupes projets, il y a une intensification du partage des informations, des énergies. Hein? On retrouve une idée d'Edgar Morin, là, c'est la personne se construit dans l'échange, hein, autopoïèse, en action. Morin, il le dit autrement, il dit auto-réorganisation, éco-organisation. Moi, je préfère le terme autopoïèse, qui est un disciple de Morin, Varela. C'est plus joli, je trouve. Hein. Bon, alors, les groupes projets. Alors, maintenant, on arrive à l'économie des liens. Là, ça devient sérieux. Si on met un réseau, donc ce n'est pas des groupes fermés, hein, au contraire, c'est des groupes qu'on met en réseau sur un territoire. Ça peut faire des réseaux, ça peut devenir des coopératives. Et on a des exemples de coopératives qui ont changé l'économie locale. Le seul qu'il y a en Europe, c'est la coopérative de Mondragon, Pays basque espagnol. Ils ont créé leur école, leur université, leur sécurité sociale, leur banque. Ils ont tout créé. Et en plus, ils ont créé des industries qui sont dans le monde entier. Des frigidaires et autres. D'accord ? Ça, c'est en Europe. En France, on n'a pas l'équivalent encore. Hein. Bon, les Basques espagnols, c'est vrai, c'est un régionalisme, ils sont très solidaires. Moi, je suis à moitié basque. Alors, il y a mieux que ça. Au Brésil, il y a un anthropologue et philosophe qui parle bien français, qui est très sympa, on m'a dit, Euclide Mans. Il montre que sur certaines régions, au Brésil, si sur la même région, il y a des coopératives de producteurs et il y a des coopératives de consommateurs aussi, si les coopératives de consommateurs acceptent d'acheter aux coopératives de producteurs, qu'est-ce qui se passe? Ils créent le marché local. Ils créent le marché. Donc ils ne dépendent plus des finances internationales, etc., etc., etc. C'est quand même important. Il y a peut-être un élément des révolutions tranquilles, pour moi, elles y sont là déjà. On n'est pas arrivé à ça encore en France. Hein. Il y a des tentatives, C'est vrai. Alors, soyons encourageants. Donc, réseau de coopératives, création du marché local, économie des liens, on y est, économie créative, économie régénérative. Il y a beaucoup de chercheurs là-dessus maintenant en France, en Grande-Bretagne et ailleurs. Économie régénérative, économie circulaire, économie coopérative. Alors, coopérative, restons sur ce mot. Donc ça, j'y reviendrai après. Ça, c'est le processus. Ah zut, alors. Bon, économie coopérative, c'était sur cette diapo. Au XIXe siècle, grande misère ouvrière, Jaurès, plus d'autres, émergence des coopératives et des mutuelles. Donc ma question, c'est pourquoi pas aujourd'hui faire émerger des coopératives et des mutuelles du XXIe siècle. On doit en parler avec Léo Lagrange aussi, qu'on est en contact avec eux. Hein. Et il y a l'idée de relier les fragilités pour en faire des capacités. Capacité, c'est le prix Nobel indien d'économie, Amartya Sen, qui parle des capacités, pouvoir d'agir, pouvoir de créer, capacité. Et là, on est dans la démocratie créative. Hans Joas, sociologue allemand, 1999, il a parlé de démocratie créative. Livre préfacé par Alain Touraine, dont tu as parlé tout à l'heure. Personne n'en a parlé de ce bouquin. Hein. Très peu. Hein. Ni les journalistes, ni les élus, ni les intellectuels. Hop, on ne sait pas où est parti le livre. Hein. Bon, voilà. Donc moi, je l'ai lu. Touraine l'avait lu. Donc, démocratie créative, c'est-à-dire c'est le citoyen acteur créateur. C'est ça. Mais le citoyen ne devient acteur créateur que s'il connaît ses motivations,
Donc, quand je connais mes motivations, que je travaille dessus, je développe des savoirs et des savoir-faire. Quand j'ai développé des savoirs et des savoir-faire, je peux les transmettre à d'autres. Particulièrement, d'ailleurs, les seniors. Il y a beaucoup de seniors ici. Je travaille aussi sur cette notion de senior, acteur, créateur. Ah, il y a beaucoup de seniors là devant moi. Bon, moi aussi j'en suis un. Donc, l'idée, c'est que les seniors, je suis désolé, hein, il n'y a pas que les EHPAD, il n'y a pas que l'isolement, hein, et on sait que beaucoup de seniors sont dans l'isolement fort, des jeunes aussi d'ailleurs. Donc les seniors peuvent aider les jeunes, justement, étudiants. Les jeunes, il y a une complémentarité, c'est la notion de complémentarité. Il y a des jeunes étudiants ici, ils vont à l'épicerie solidaire. Il y en a qui dorment dans des parkings. Mais il y a des seniors qui ont des grands logements. Donc ils pourraient héberger les jeunes en échange de travaux, etc. Donc l'importance des complémentarités, elle apparaît là. Mais il faut qu'il y ait une mise en lien. Il faut qu'il y ait un organisme, une association, ça existe, qui met en lien des jeunes et des seniors. S'il y a un organisme qui fait le lien, ça peut marcher, ça marche. On retombe sur cette idée de tiers et d'intermédiation. Alors du coup, je suis allé un peu vite. Donc ces processus dont je vous parle là, d'intermédiation, bien sûr, il y a une éthique, dont parlait Martine aussi tout à l'heure. Bien sûr qu'il y a une éthique. On en a un peu parlé. Empathie, non-jugement, reconnaissance, reliance, terme morinien par excellence. J'ai lu un peu Morin quand même. Hein. Altérité créative et don de soi. Construction des communs, on parle beaucoup des communs aujourd'hui. Et, notion morinienne de nouveau, autoréflexivité. L'autoréflexivité, c'est quoi? C'est la faculté de conscience. Donc effectivement, même à l'UPM, chaque réunion, chaque groupe de travail, on en a parlé déjà, c'est pour ça que ça s'appelle recherche-action. Les groupes de recherche-action locale, c'est ça? Graal. La recherche-action, c'est un sociologue de Seine-Saint-Denis, de Paris 8, là, qui en parle beaucoup, Pascal Nicolas Lestrade. Il a même une équipe de sociologues qui va dans les quartiers avec les habitants. Ils se mettent au milieu des habitants, ils écoutent, et puis ils aident à reformuler, ils montrent d'autres perspectives, etc. Et surtout, ils les amènent à réfléchir sur leur propre processus. Vous l'avez fait ici, on l'a fait ici à l'UPM. Comment ça s'est passé, cette réunion, ce groupe de travail? C'est hyper important. Parce que je peux avoir dit des conneries dans un groupe, ou je peux avoir fait la mauvaise tête, ou je ne sais pas quoi, mais l'autre aussi. L'autre aussi. Donc on peut en parler. Entraide et créative. Si on n'en parle pas, c'est pas bon. Il y a des grains de sable qui rentrent dans la machine. Et il y a ce qu'on appelle le déni, Chris Argyris. Oh non, tout va bien, on continue. Donc, mais il y a des grains de sable qui sont rentrés, qui n'ont pas été nettoyés. Vous pouvez être sûr que ça va exploser un jour. Dans les oasis, la COP des oasis a fait une étude, il y a 2000 oasis en France. Les gens investissent du temps, de l'argent, ils y vont avec leur famille et tout. 6 mois après, il n'y a plus d'oasis. Les phénomènes d'ego dont on a parlé sont tellement puissants, surtout si les gens investissent beaucoup d'idéal là-dedans. Le moindre truc, ça explose. Ah ouais, ça interpelle. Le gars, il met son argent, il est avec sa famille, il met du temps, de l'énergie, tout. 6 mois après, c'est terminé. Ça interroge. Hein. Donc l'autoréflexivité, c'est central. C'est la faculté de conscience qui permet l'autoréflexivité. Voilà. Alors bien sûr, ces groupes doivent, comme a dit Martine tout à l'heure, rester ouverts et travailler en réseau. Hybridation, etc. D'accord.
Donc, nous, on dit, enfin, moi et mes amis, on dit, il faut former ces tiers, il faut les former. Ça vaut le coup de les former. Nous, on appelle ça animateur, développeur, catalyseur. Il ne fait pas qu'animer, ce n'est pas que de l'intelligence collective. Hein. Il y a aussi l'idée de catalyseur. Catalyseur, c'est quelqu'un qui va pousser, encourager. On a tellement été fracturés tous dans nos parcours que souvent on n'ose pas aller plus loin. On n'ose pas rayonner, comme on disait tout à l'heure avec Daniel et un autre, et Kadir, pardon. On n'ose pas rayonner. Voilà. Donc, ben oui, on n'a pas été encouragé à rayonner. À l'école, pendant 20 ans, tu n'as pas pu ouvrir la bouche, hein, ou très peu. Dans l'entreprise, tu fais gaffe à ce que tu dis, parce qu'il y a de la délation aussi dans les entreprises. Hein. Bon. Donc, je finis par parler très peu, parler de façon conventionnelle. Conventionnelle, hein. Le bien-pensant, tout ça. Bon. Il y a une chape de plomb, comme disait Martine, hein, sur nous tous. Donc, dans des groupes de parole, Rogers a vu que les gens pouvaient parler plus. Et ça change complètement l'ambiance et le développement des personnes se fait. La reconnaissance réciproque aide au développement. Ça se fait que dans des petits groupes. C'est possible que dans des petits groupes. Donc, on peut former ces animateurs, développeurs, catalyseurs. Animus, animer, ça vient d'animus, donner une âme, faire bouger. On retrouve l'âme, hein, là, dont vous avez parlé tout à l'heure, y compris celui qui a posé une question sur le ternaire, là, Bertrand. Voilà. Fonction de catalyseur, processus chimique, dont parle aussi Edgar Morin à sa façon. Hein. Et René Caisse dit, c'est un type de personnalité. Ah, ça, c'est intéressant, c'est peu connu. Le tiers, c'est un type de personnalité un peu particulière. René Caisse dit, c'est une personnalité phorique, c'est-à-dire qui porte à la fois une souffrance et un idéal. Ah, c'est compliqué à porter. Donc le gars, en fait, il va parler, il va dire des trucs que les autres n'osent pas dire. Ah. Il y a des trucs que les autres n'osent pas dire. En faisant ça, il ouvre l'espace de communication pour les autres. Donc c'est le type de personnalité. Ce n'est pas la personnalité rationnelle, hein, là, du coup. Hein. C'est plutôt le créatif. Hein. Il a du mal à se contrôler, il dit des trucs, alors ça, les autres rigolent, tout ça, mais ça ne fait rien, il dit quand même les trucs. Et si on regarde bien, c'est des trucs qui apportent quelque chose. D'accord ? La créativité des personnes et des groupes. Et là, on joue gros, la créativité collective. Alors, pour terminer, expérience vécue récemment, cette année, j'ai un certain nombre d'années au compteur, hein, et donc, tout récemment, après une longue recherche-action, j'ai découvert des partenaires complémentaires. Complémentaires pourquoi ? Pour avancer dans la réalisation de mon projet, qui est la citoyenneté active et créative. Civipédia, le pacte civique que j'ai déjà cité, un collectif qui est sur Nantes qui s'appelle Fragilité en partage. Le 24-25 mai à Nantes, j'y vais, ils organisent le Festival des fragilités. Ils font monter sur scène des personnes en situation de handicap. Parler de poésie, de chant, de danse selon le handicap, tout ça. Empreinte citoyenne qui travaille avec les collectivités locales, qui décerne un label ville et village citoyen à des collectivités locales. Oasis des fraternités, c'est un ami de Pascal qui est à Montpellier, un ami d'Edgar Morin donc, qui va lancer des oasis de fraternité soutenus par l'Agence nationale de la recherche. Global Coopération, c'est un copain qui est à Lyon, qui anime grand groupe dans la rue, dans le village, grand groupe avec musique, chant, danse, jeux de Lego, etc., jeux de piste, etc. Donc pourquoi ? Parce que pour le moment, en France, il y a plein de consultants en développement local, il y en a plein, hein, mais ils touchent 20, 30 personnes selon le territoire. C'est toujours les mêmes en plus. C'est les militants associatifs, on touche toujours les mêmes. D'accord ? Mais le gars qui est
C'est pas ce qu'a fait ATD Carmonde, les territoires zéro chômage de longue durée, par exemple. C'est justement ceux qui sont le plus dans la merde qui vont déployer une forte énergie, un fort dynamisme, si on leur fait confiance et si on les reconnaît. Donc voilà, donc nous on va jouer cette carte, donc grand événement sur un territoire qui touche plein de monde, oasis de fraternité, je ne sais pas comment il fait ça, Lionel, et moi les groupes d'émergents de créatifs, je vais les déployer aussi. L'idée c'est de toucher le maximum de citoyens acteurs, de citoyens, pour qu'ils deviennent citoyens, acteurs, créateurs, chercheurs, qui développent leur potentiel au service, pas de leur portefeuille, comme dit Trump, hein, mais au service de la cité. Voilà, j'ai terminé. Qu'est-ce qu'il y a après? Non, c'est terminé. Oui, non, après, c'est des photos. Là, vous reconnaissez le maître au milieu de nous, hein, dans l'Aude, petit village de l'Aude. Là, c'est les bouquins que j'ai cités, il y en a tout un pataquès. Ça, vous l'aurez, ce diaporama, vous l'aurez. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a encore? Non, attendez, merde, il n'y a plus grand-chose après. Oui, voilà, ça c'est intéressant, c'est une murmuration, ça. Pourquoi je montre ça? Parce que là, vous voyez, il y a un oiseau, bon, je ne sais pas l'expliquer complètement non plus, mais c'est jamais le même qui dirige, d'accord? C'est décentralisé, ça reste harmonieux, c'est pas centralisé, pas la dictature là, hein. C'est pas le même qui dirige. Ça part dans tous les sens, ça fait des jolis feux, c'est harmonieux, décentralisé, mais coordonné quand même. C'est un travail en réseau que nous, les êtres humains, on est loin de savoir faire, hein. Enfin, si vous connaissez un groupe qui est capable de le faire, vous me le direz, je viendrai le voir. Et là, c'est la diffusion par ondes. Einstein, la physique quantique, les ondes, ça se diffuse. Qu'on le veuille ou non, ça se diffuse, hein. Aucune dictature ne peut empêcher la créativité de se diffuser. Aucune. Voilà. Merci Georges. Allez, on passe aux questions. Ah, voilà. Il me semble très important de porter ce que tu présentes comme démarche avec des citoyens dans le champ économique. Et mon expérience d'accompagnement d'entreprises ou d'écosystèmes coopératifs dans le champ de l'économie de la fonctionnalité de la coopération me semble quelque chose d'intéressant pour faire le lien. Parce qu'on est en train de développer une nouvelle figure économique qui s'appelle les écosystèmes coopératifs territorialisés, qui, me semble, sont dans les fondements, le référentiel de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, très convergent avec ce que tu proposes. Et autant, évidemment, c'est hyper important de développer les groupes créatifs dont tu parles, autant il me semble que le champ économique ne doit pas être laissé de côté. Voilà. Si tu fais appel à moi, je viens de suite. Si tu payes bien. Hein, voilà, j'ai répondu à la question rapidement. Mais bon. Non, mais bien sûr que c'est l'objectif, c'est ça. Je l'ai dit, les réseaux de coopératives. Pour moi, c'est clair. Hein. J'ai jamais réussi à aller jusque-là, hein, pour le moment. Hein. Attention. Hein. Intuition, dont tu parlais tout à l'heure, dont parle Jung, dont parlent beaucoup de philosophes spirituels, dont parle aussi notre ami Patrick Tonnet. L'intuition, ça marche. D'accord? La créativité, l'intuition, ça fait partie des possibilités potentielles humaines. Autre question.
puisque Nicolas, tu es revenu, on va te donner la parole. Merci. Merci Georges pour cette présentation super intéressante. Par rapport à la myriade d'oiseaux que tu as montré là, et tu as dit que tu voudrais savoir si les humains sont capables de ça. Moi je pense que oui, ils sont capables de ça. On peut le voir notamment par exemple chez les musiciens, quand ils font surtout des interprètes, et voilà, merci cher voisin, des improvisations notamment dans le jazz, mais ou alors quand on réalise des tâches qui peuvent être manuelles, notamment quand qu'on collabore ensemble, qu'on fait quelque chose ensemble. Donc la communauté, l'esprit d'entraide et on va dire un peu la symbiose s'opère entre humains. Voilà, à ce moment-là, je pense que en fait, les gens se relâchent et lâchent font du lâcher prise par rapport à notre contrôle qu'on s'opère en chacun de nous en permanence lors de nos relations sociales, qu'on essaye de contrôler son image et ses réactions. Mais l'humain est tout à fait capable d'avoir ces comportements dans des situations où il se détend, on va dire. Je suis tout à fait d'accord. Pour les petits groupes, les petites communautés, ça marche. La problématique, c'est la société, le sociétal. Là, c'est plus compliqué parce que beaucoup pensent qu'il y en a qui ne jouent pas le même jeu que toi. En économie, on appelle ça des free riders. Des trumpistes en fait. D'abord, pour moi. D'abord, combien tu vas me rapporter? Quand Trump avait fait un discours d'investiture, déjà premier mandat, j'étais un peu scotché, quoi. En 3 minutes de discours, 5 minutes, allez, il a dit 4 ou 5 fois le mot cupidité. Cupidité. On n'est pas dans le don de soi, là, d'accord? Non. Je prends. Donc s'il y a dans une société beaucoup de freeriders, de gens qui prennent, ils vont s'organiser. Eux, ils sont organisés par contre, les mafias par exemple, et d'autres, ils sont très organisés pour prendre. D'accord. Là aujourd'hui, il s'agit de s'organiser pour partager, comme a dit Didier. C'est pas pareil. Là, on est moins fort. S'il y a des freeriders ou des gens qui jouent pour eux, ils perturbent le jeu, c'est clair. Donc, est-ce qu'une évolution, question évolutionniste, comme Jaurès est un évolutionniste, Robindo, Morin aussi, pour moi, c'est un évolutionniste. Est-ce qu'on sera capable? Oui, bien sûr, sans doute un jour, mais pas de suite. De s'auto-organiser de façon libre, créative, symbiotique. Il y a une économiste là que j'ai citée, Delannoy, elle parle d'économie symbiotique. Mais on n'y est pas. Elle en parle, elle. En parler et le faire, c'est autre chose. Dans mon bouquin, je cite 2 exemples. 3. Je cite ATD Carmonde, ça c'est en France, ça marche. Okay. L'autre exemple, il est au Sri Lanka. Les républiques villageoises sur le modèle gandhien. Il y a 2 ou 3 gus qui arrivent dans un village, ils voient les habitants, et ils leur demandent quels sont vos besoins. Ah ben oui, et puis ils notent tout. Alors, on n'a pas d'école, on n'a pas de pont, on n'a pas de route, etc. Quoi. Bon, voilà. Donc, 15 jours après, ils reviennent, et ils amènent le matériel, les formateurs, pour faire. Mais ils disent, tout le monde va contribuer, y compris les femmes, les enfants, parce que chacun peut faire quelque chose. D'accord? Donc tout le monde va contribuer. Donc il va y avoir sans doute une forme de symbiose, ce qui s'appelle économie non violente. D'ailleurs, j'avais passé la cassette à Pascal, je ne sais pas s'il l'a vu. Tout le monde va contribuer, mais il y a un tiers
qui facilite cette organisation. S'il n'y a pas de tiers, moi je ne vais pas citer de village, je vais dans un village dans les Pyrénées, là. Le mec, il s'enrichit, hein, je peux te dire qu'il s'enrichit, ça y va. Mais il faut voir le comportement. Hein. Il y a des commerçants dans ce village, ils sont tellement désagréables qu'à la fin, au moment de payer, tu n'as même pas envie de payer ou tu n'as même pas envie d'y revenir. Hein. Les mecs, tout juste s'ils ne t'insultent pas. D'accord? Bon. Donc, on n'est pas encore arrivé à cette murmuration au niveau sociétal. Une autre question, si on a le temps? Il y a Francis, et puis on a deux autres questions. Merci pour cette présentation que j'ai trouvée très inspirante. Et une question simple, comment est-ce qu'on peut bosser avec toi? Ben, vous venez tous à la maison dans quelques jours. Non. Alors, donc, sérieusement, on est là pour bosser ensemble, hein, il me semble. Hein. C'est l'objectif. On n'est pas là uniquement pour écouter l'un ou l'autre. On est là pour co-construire ensemble. C'est ça, Pascal? Donc, tu me connais, je te connais. Pour moi, hein, chacun de nous, ici présent, est un citoyen, chercheur, acteur, créateur. Donc, il peut parler. Merci, Pascal. On parle aujourd'hui, même si on n'est pas 100% expert en Morin, on peut parler, d'accord. Mais on peut proposer des groupes de travail, des groupes de recherche. Chacun peut. Il faut oser. Tu repères des liens avec un tel, tu lui dis, bah, écoute, on peut créer un groupe de travail, non? On est capable. Et on fait. C'est tout. Concept d'auto-organisation, dont parle Morin, éco-organisation, mais aussi, il y a l'acte, il faut joindre l'acte à la parole. Tu veux créer un groupe de projet, il faut le faire. Sinon, tu n'es pas cohérent avec toi-même déjà. Tu ne vas pas pouvoir dormir bien le soir, tu n'auras pas la conscience tranquille. Puisqu'il y a quelque chose que tu peux donner et que tu ne donnes pas. Économie du don. C'est pour ça que dans les groupes de parole, moi je demande aux gens de parler de leur motivation profonde et aspiration profonde. Quand les gens partagent ça, ils voient les liens, et pas tous avec tous, mais un tel avec un tel, un tel avec un tel. Et comme dit Rob Hopkins, les villes en transition, n'attendez pas, il dit sur un territoire, n'attendez pas que les élus, les banques ou autres vont vous aider. Non, n'attendez pas ça. Vous avez 2 ou 3 amis, vous créez un truc et vous avancez. Il y en a qui vont se foutre de votre gueule, peu importe. Si vous continuez, et c'est ce que montre Bénédicte Magnier dans son bouquin 1 million de révolutions tranquilles, en Inde, par exemple, il y a un gars, il avait vu que dans les temps anciens, il y avait un système de récupération de l'eau. C'est ce qu'on appelle des bassines chez nous. Bon, mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas construit pareil. Tout seul, il a créé un truc comme ça. Les gens se foutaient de lui, alors, il est fou, il n'y arrivera jamais, tout ça, etc. Il a continué plusieurs années. Il est arrivé au bout. Et là, les gens ont dit « Ah, mais c'est admirable !» Et il y en a qui ont repris le truc, etc. Donc la motivation profonde, les psychologues l'ont montré, motivation intrinsèque, ça a été étudié. Que ce soit en situation naturelle ou en laboratoire, ça marche. Le mec ou la fille qui a une motivation profonde, qui la met en œuvre, il n'est jamais découragé, jamais fatigué, il n'arrête jamais. Donc un jour, il va réussir, il sera reconnu. Même une fois qu'il est mort, il peut être reconnu, parce que son truc est passé dans la société. Donc c'est la force des motivations, plus la force des liens, et là on revient avec la diapo du début. C'est bon? Oui, Christian. Oui, alors merci Georges pour cette présentation. Il y a une chose que je voudrais te dire, puisque
je pense qu'on fait des choses similaires, chacun de son côté. Il y a un reproche qu'on m'avait fait à un moment donné de ne pas parler de groupe de parole, mais plutôt de groupe d'expression, parce que les groupes de parole sont animés par des thérapeutes. Donc, je te fais part de ce qu'on m'a dit à un moment donné. Et je voudrais te parler d'un sujet dont on a déjà discuté quelques fois, concernant un travail que j'ai entrepris il y a quelques années avec une ONG d'Afrique. Et là, l'intérêt, c'est que cette expérimentation est portée par des bénévoles sur le terrain qui ont de fortes compétences, que ce soit en santé, en agriculture, en agronomie, etc. Et qui nourrissent donc essentiellement des orphelins et tout autour de leur ONG. Cette expérimentation je n'arrive pas à réussir à les mettre en lien, même si on a travaillé sur un certain nombre de sujets, s'il y a eu des évolutions dans ce sens-là. Et quelque temps là, avant que tu en parles et avant que je te vois sur les réseaux sociaux, je me suis mis en relation avec civipedia.org là. Et il faudra qu'on en discute parce que au début, ça s'est pas trop mal passé. Il y a eu des discussions, je les ai mis en relation avec les dirigeants, etc. Et puis maintenant, c'est au point mort. Donc, voilà. Alors, réponse rapide. Moi, dans mes écrits, je ne parle pas de groupe de parole. Je parle de groupe d'émergence des liens créatifs. Je vise à faire émerger, je le dis de suite aux gens, on ne parle pas pour parler, tout ça, uniquement, hein, mais on parle aussi pour faire émerger des liens créatifs sur lesquels on va pouvoir construire. Voilà. Après, pour Civipedia et la RDC, bon, le gars, il est un peu débordé parce qu'il essaie de lancer Civipedia en même temps, donc il doit être un peu débordé, j'imagine. Et je t'avais présenté aussi un gars sur Toulouse, hein. Ben, voilà. Donc, à suivre. Bon, on continue. Oui. Oui, oui. Bon, merci beaucoup pour ton exposé. Par contre, j'ai été un peu gêné à la fin, et je trouve que les symboles peuvent déconstruire complètement un argumentaire dans lequel je me reconnaissais pas mal. J'ai beaucoup apprécié justement déjà le démarrage, le fait de ne pas parler de révolution, mais de plusieurs îlots qui permettraient en fait d'avoir quelque chose qui soit beaucoup plus proche de nos vécus personnels. Et avec le symbole de la fin, le symbole de la fin où on voit ces vols des tourneaux qui sont très beaux, mais qui rappellent quand même beaucoup l'uniformisation et les formes de dictature. Disons, ça fait un peu armée qui marche pas. C'est aussi l'argument de beaucoup de modèles économiques basés sur le nivellement des populations. Moi, j'aurais pris comme symbole, mais plutôt des phénomènes de coopération, de mutualisme, par exemple, entre une anémone et un poisson clown, qui montre la diversité des organismes, mais en même temps, comment ces organismes coopèrent et peuvent travailler ensemble. Je trouve que c'est beaucoup plus fort que là où ça peut renvoyer à des choses qui sont quand même un peu dans l'air du temps, où il y a des rêves d'hégémonie qui tournent autour de ça. Voilà, c'était un peu cette réflexion-là. Je dis que le symbole, il faut faire attention des fois au symbole. D'accord, moi j'adore ton image, hein, que le biomimétisme, et beaucoup d'êtres humains aujourd'hui commencent à s'inspirer des animaux, de leur capacité de complémentarité, les plantes et les animaux, et Jaurès l'a dit, Arnonès le dit aussi, les plantes et les animaux s'entraident. Arnonès, il faisait de l'escalade, et quand il faisait de l'escalade, il avait l'impression que le rocher communiquait avec lui. D'accord ? Donc la capacité d'entraide et de symbiose des animaux et des plantes, pour moi, elle est plus forte que celle des êtres humains, parce que nous, on s'est laissé conditionner par la compétition, le calcul, et le rationnel en même temps, le calcul, les mathématiques, dont parlait Martine tout à l'heure. Hein. Si les ingénieurs
hein, mathématiques, hein, bon, moi, j'aurais jamais pu être ingénieur, hein, ils ne m'auraient pas laissé passer. Mais le calcul, si je mets calcul là et coopération là, oui, les ingénieurs arrivaient à faire des trucs forts, ok. Technique, comme a dit Martine, socio-technique, il y en a qui disent. Mais en matière de coopération, actuellement là, si tu écoutes la télé, on est plus proche de la guerre que de la coopération, non? Je peux intervenir? Georges? Oui, je voulais juste revenir sur ta réflexion, ouais. Comme quoi c'est une interprétation. Quand moi j'ai vu la nuée d'oiseaux, ça m'a fait penser à ce que dit un biologiste qui s'appelle Olivier Hamant, et qui explique qu'en fait, dans une nuée d'oiseaux, ce sont que les oiseaux à l'extérieur qui peuvent guider la nuée. Ceux qui sont au centre de la nuée d'oiseaux ne voient rien, sont aveugles. Et il fait le parallèle avec la population, les humains. C'est que les gens à la marge qui feront changer le système. Donc il en faut. Et donc nous, on est à la marge. Si on veut changer le monde aujourd'hui, effectivement, on est en minorité. Et c'est à l'aide de différentes initiatives, diverses et variées, qu'on arrivera à changer ce monde et à faire en sorte que ceux qui contrôlent aujourd'hui soient mis à l'écart. Donc pour dire que c'est quand même qu'une question d'interprétation, c'est des images, il faut être prudent, quoi. Oui, et puis on ne connaît pas tout, hein. Moi, je n'ai pas étudié les nuées d'oiseaux. Ça me parle, mais l'explication que donne Patrick, ça va, je suis content. Tu me donnes combien? On réglera ça après. Merci Georges, et puis merci à tous ceux qui... Tu peux me passer s'il te plaît. Voilà, merci. Donc merci à Georges et à tous les intervenants. Moi je vais revenir, je m'appuie d'ailleurs sur une de tes diapos qui mettait en lien le monde intérieur et le monde extérieur. Donc vous avez compris que moi, mon champ d'intervention va passer d'abord par la métapsychologie et la question du monde intérieur. Donc la question, je suis très sensible évidemment à la question de l'altérité, et je trouve donc intéressant et bien évidemment pertinent de poser la question de l'altérité créative. Donc, est-ce que cela suppose qu'il peut y avoir une altérité non créative, hein, puisque je reste sur la polarité des complémentaires, éviter d'être dans l'antagonisme et essayer de les faire dans la complémentarité. Alors, pour développer ma question, qu'est-ce que serait une altérité non créative? Je vais reprendre sur ce que tu dis qui me paraît fondamental. La conscience du développement nécessite le développement de la conscience, jusqu'à aboutir à une conscience d'une puissance d'unité aspirant à l'infini. Quand tu as dit ça, moi j'ai pensé au trou noir. Et la question qu'on peut se poser, c'est de savoir, justement, puisque tu évoques de façon pertinente la question des motivations intrinsèques et profondes, l'altérité est-elle une aspiration par motivation individuelle et groupale, ou bien est-elle une aspiration en elle-même si on considère l'altérité comme un trou noir? Et c'est là que je trouve très pertinent ce qui vient d'être dit sur les oiseaux, parce que je pense que justement l'altérité pouvant nous aspirer comme un trou noir, et là aussi en tant que médecin je pourrais évoquer tout ce qui fait la psychose ou tout ce qui fait un certain nombre de troubles qui nous fait perdre le contexte du monde extérieur, hein, parce que je pense qu'effectivement, il faut rester à la marge, et que c'est quand on est à la marge de ce fameux trou, et donc il ne faut pas aller trop vite vers l'altérité, il faut la sentir, il faut l'éprouver, mais il faut s'en rapprocher très doucement. Qu'en penses-tu? Moi, oui, je suis d'autant plus d'accord que Aurobindo, par exemple, que j'ai cité,
il met au premier plan, au premier et au dernier plan, tout le temps, la faculté de conscience. La faculté de conscience, elle est, nous on dit en Occident, elle est intérieure. Aurobindo, Arnonès et les autres, là, modernes, ils disent la faculté de conscience, elle n'est pas qu'en moi ou en toi, elle est cosmique. Il y a une faculté de conscience cosmique. Mais, c'est là où Aurobindo est intéressant, à mon avis, cette faculté de conscience qui a créé cet univers, hein, et nous dedans. Hein, de toute façon, il y a bien une création. Cette faculté de conscience, Aurobindo a une explication intéressante, il dit, elle est involuée en nous. Involuée. C'est-à-dire, on peut, les êtres humains peuvent la retrouver, la redévelopper. Par exemple, l'intuition, qui passionne notre ami Patrick. Aurobindo dit, c'est une faculté naturelle. Hein. On l'a tous, cette intuition. Mais tu peux dire, ouais, c'est des conneries, hein, j'y crois pas. Bon, j'ai des intuitions, mais j'y crois pas, en fait. C'est des conneries. C'est pas rationnel. Donc, c'est des conneries, parce qu'on m'a dit qu'il fallait croire que des trucs rationnels. Mais l'intuition, tout le monde l'utilise dans sa vie de tous les jours. Que ce soit un jeune de banlieue ou un gars qui est bac plus 12, hein, il utilise son intuition tous les jours. Donc Aurobindo, il dit que l'être humain peut développer par l'attitude, par la prise de conscience, c'est-à-dire l'auto-observation. Plus je vais m'observer, pas dans ma chambre tout seul, en méditation, c'est pas ça, hein, m'observer pendant l'action, pendant la vie sociale. Je vais voir, souvent je déconne, quoi. Hein, je dis des conneries, je ne suis pas aligné, je ne suis pas coopératif, etc., etc. Plus je vais l'observer, sans jugement, il ne faut pas me juger, me flageller, plus je l'observe, sans jugement, plus ça va évoluer. Donc là, je suis à la fois acteur, observateur, voilà. Et c'est ça, acteur et observateur. Donc on peut rajouter le citoyen, chercheur, acteur, créateur et observateur de lui-même. Voilà, c'est ça qui manque. Et là, la boucle est bouclée quand même. Parce que si je m'auto-observe, je vais voir que, effectivement, j'ai encore des tas de trucs à travailler sur moi pour être plus performant, etc. Plus acteur dans le monde. Acteur constructif. Acteur constructif. C'est-à-dire, pour moi, Georges Ders, hein, qui crée des liens. Voilà. Créer des liens. On retombe sur l'altérité. Si je crée des liens constructifs, c'est-à-dire qu'ils vont créer des choses utiles à d'autres encore, j'ai la conscience tranquille. Moi, j'arrête quand vous voulez. Quand c'est fini, j'arrête. Merci, Georges. Merci. Merci Pascal de nous avoir permis de donner. Eh bien écoutez, moi, est-ce que ça marche? Je suis ravi de... C'est le drôle de micro qu'on a là. Bon, Georges, bravo. Merci à Martine aussi. Et on va boire un petit coup. Mais puisqu'il a parlé de Lionel Scotto, il va venir, Lionel Scotto, en mai prochain. Il va faire une intervention sur la recherche-action participative. Donc le matin. Et parce qu'on m'a dit on n'a pas suffisamment le programme, il existe le programme. La fois prochaine, on continue dans le registre féminin, puisque nous accueillerons Elisabeth Sénégas, que connaît bien Georges aussi, et qui est la fondatrice de l'école de terrain Edgar Morin à Grenoble, et qui est une actrice, j'allais dire, associative importante, un peu à l'image de Georges. Voilà.
On se retrouvera après notre auberge espagnole, ici à 14h. Allez.